Bonsoir. Euh, je remercie Madame la Présidente. Je ne sais pas si le son est trop fort. On peut baisser. Voilà, ça va mieux comme ça? Peut-être trop? Encore un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Ça va comme ça? D'accord, très bien. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre petit exposé et aussi pour l'invitation à donner cette conférence, effectivement, sur un peintre encore très mal connu, en tout cas qui commence à sortir de l'oubli depuis récemment. Et je tiens à remercier aussi vivement la famille Shea qui a été très... que je remercie chaleureusement pour son aide pour le travail de la publication du livre, hein, sans qui il n'aurait pas été possible, je pense, de publier l'ouvrage qui est sorti l'année dernière. Je remercie aussi les personnes de la Maison Georg, la maison d'édition, qui a édité l'ouvrage sur le peintre Georges Shea. Alors effectivement, Georges Shea est un peintre qui est assez mal connu, ou du moins qui a été connu, qui a fait l'objet de quelques rares publications mentionnées ici et là depuis une trentaine d'années environ, notamment dans un article de Daniel Buissance publié dans les années 1980 à propos du concours de peinture d'histoire nationale en 1824, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis, dans un ouvrage, notamment, qui s'appelle Paris, les artistes suisses qui sont allés se former à Paris, dans lequel Laurent Langer avait contribué avec une notice sur le peintre. En fait, c'est un peintre qui, après sa mort en 1834, est tombé dans l'oubli assez rapidement, et qui d'ailleurs a été même confondu avec un homonyme actif à Marseille, un peintre qui s'appelle Louis Shea, dont l'orthographe varie un peu, qui s'écrit un X ou un I, qui est un peintre qui a travaillé au château de Borély à Marseille. Et c'est dans un article paru dans la Gazette des Beaux-Arts en 1860 par Léon Lagrange, qui avait en fait confondu le Georges Shea de Genève avec le Louis Shea de Marseille, pensant que c'était le même peintre qui avait fait les décors de ce château à la fin du XVIIIe siècle. Actuellement, le peintre de Marseille, Louis Shea, fait l'objet d'une étude d'un membre du musée de Marseille, Gérard Fabre, qui prépare un catalogue raisonné des peintures et des dessins. Alors, le peintre Georges Shea a fait toute une partie de sa carrière à Genève, l'essentiel, on va dire, en tout cas pour sa production artistique, mais en fait, il est originaire de France. Son père est originaire de Valence, dans la Drôme, et qui va s'établir en Espagne, notamment à Madrid, où il se marie avec une hispano-irlandaise vers 1780. Et puis, c'est là, à Madrid, que Georges Shea, le peintre, va naître en 1784. La famille va ensuite se déplacer en Flandre, où le père est diplomate, d'abord à Ostende, puis à Liège. C'est probablement à Liège que Georges Shea va prendre les premiers cours de dessin dans une école où il y avait une école de dessin à Liège depuis la fin du XVIIIe siècle. Et c'est probablement là qu'il a appris les premiers rudiments du dessin. Malheureusement, aucune trace tangible ne m'est parvenue. Ensuite, la famille Shea s'établit à Paris en 1798, et à cette date, Georges Shea entre dans l'atelier du peintre Jean-Joseph Éléonore
Ancio. Donc vous avez ici une œuvre à l'écran à gauche, qui est un peintre originaire de Flandre, de Liège, justement. Peut-être qu'il est resté quelques aspects de cet apprentissage, peut-être de manière un peu lointaine, notamment dans la végétation que l'on trouve dans le tableau qui est ici à l'écran, Renaud et Hermide de Ancio, et puis un détail d'un tableau de Georges Chay, plus tardif, de 1825, qui est le portrait d'Édouard Odier-Tellus. Même si la technique est assez différente, mais peut-être qu'il peut y avoir quelques échos assez lointains de Ancio. En fait, Georges Chay ne mentionne jamais dans ses lettres le peintre Ancio, mais par contre, un autre artiste va jouer un rôle absolument majeur dans la formation de l'artiste, du jeune artiste, pour le reste de sa carrière. Au plus tard, en 1800, Georges Chay entre dans l'atelier le plus prestigieux d'Europe, celui de Jacques-Louis David, le peintre qui avait réalisé un de ses tableaux les plus célèbres, le Serment des Horaces, que vous avez à l'écran, qui date de 1784 et qui a été le grand manifeste de David, qui s'est fait connaître par ce tableau au salon de 1785 à Paris. David a l'atelier le plus dynamique de Paris autour de 1800. Il a formé de très nombreux artistes, pas seulement français, mais aussi italiens, espagnols, allemands et autres. Et Georges Chay va entrer dans cet atelier au plus tard en 1800 et y rester peut-être jusqu'à la fin de l'année 1802, début 1803. La date n'est pas très précise. On ne sait pas grand-chose sur vraiment l'apprentissage qu'a eu Georges Chay à l'intérieur de l'atelier. Néanmoins, on sait que Georges Chay va garder en mémoire très profondément cet apprentissage qu'il citera dans plusieurs lettres et dont il se référera sans cesse jusqu'à pratiquement la fin de sa carrière. Un autre peintre genevois, d'ailleurs, qui s'appelle Adolphe Lulin, dont je vous présente ici une œuvre, le seul tableau vraiment connu de cet artiste, qui est genevois, Cornélie, mère des Gracques, sur un sujet romain, peint vers 1800-1805, et qui est aussi un élève de David autour de 1800. Dans le courant de l'année 1803, Georges Chay arrête cet apprentissage à Paris. Comme beaucoup d'artistes qui sont venus se former à Paris, surtout par exemple les peintres français qui venaient de province, une fois leur formation faite à Paris, retournaient dans leur ville d'origine pour y exercer leur art, bien souvent pour essayer d'y trouver des enseignements du dessin, soit dans des écoles publiques qui existaient déjà depuis le courant du XVIIIe siècle, ou des enseignements privés. Et puis essayer aussi de vendre leur production artistique, si possible des peintures d'histoire, mais aussi surtout des portraits. Et Georges Chay va prendre le même chemin, c'est-à-dire qu'en 1803, il va aller à Valence, et aussi à Crest, une petite localité près de Valence, dans la Drôme, sur des terres familiales, et va rester pendant plus d'une dizaine d'années dans cette région, pour à la fois continuer à exercer la peinture, pour s'exercer, pour devenir un bon peintre, surtout un peintre d'histoire, mais aussi exercer son talent pour l'art du portrait, dessiné et peint. Mais également, on sait, au fond, très peu de choses restent de cette période. Quelques dessins qui sont datables de cette période, surtout des paysages comme celui que vous voyez ici à l'écran à droite, vue du village du Vaucluse. Et aussi, c'est dans la Drôme que Georges Chay va connaître sa future épouse, Jean-Françoise dite Jenny Chay, en fait demoiselle Dunant, de la famille Dunant de Genève, et que Georges Chay va épouser en 1807 à Genève.
Ça va être un tournant très important dans la carrière de Georges Chey, parce que c'est ce qui va, en fait, l'amener, quelques années plus tard, à venir s'établir à Genève, où il va pouvoir exercer pleinement son art de peindre. Peindre des portraits, mais surtout aussi des peintures d'histoire. Georges Chey, effectivement, ayant été un élève de Jacques-Louis David, sa grande ambition a été d'être un peintre d'histoire avant tout. Et il l'exprime notamment dans une lettre datée de 1815, dans laquelle il explique les raisons de sa décision de venir s'établir à Genève pour y exercer la peinture. Il faut dire précisément que dans la Drôme, en France, les perspectives de vendre des peintures d'histoire étaient pratiquement inexistantes, car il n'y avait pas de société des arts comme celle de Genève. Il n'y avait pas aussi à Valence même d'école de dessin ou des beaux-arts, et donc les perspectives de développer une production artistique étaient extrêmement limitées, et surtout très peu d'amateurs et de collectionneurs pouvant acheter de tels objets. En 1815, donc, Georges Chey dit à un membre de sa belle famille, Jean-François Dunant, que maintenant il est prêt à venir à Genève, d'une part parce qu'il a acquis les talents nécessaires pour peindre des tableaux, il connaît bien la technique de la peinture à l'huile à ce moment-là, et surtout aussi, il précise que messieurs Saint-Ours et Vaucher sont morts. Il le dit dans la lettre. Les autres raisons qui sont capables de me déterminer à m'établir à Genève, c'est que les seuls peintres avec lesquels j'aurais pu me trouver en concurrence sont morts. C'était messieurs Saint-Ours, donc Jean-Pierre Saint-Ours, donc vous avez ici un tableau à droite, et Vaucher, il s'agit de Gabriel Constantin Vaucher, et donc vous avez ici la mort de Lucrèce de présenter. De sorte que je me trouverai seul peintre d'histoire et de portraits en grand. En effet, il y a des peintres, il y a toute une tradition de peinture de portraits à Genève depuis même le XVIIe siècle, mais surtout à partir du XVIIIe siècle, avec des familles comme Robert Gardel et la famille Guilbeault, mais plutôt des portraits de petit format, à mi-corps, comme vous avez ici dans la salle, par exemple, mais des portraits de grand format, de taille même naturelle, comme le portrait de Odier Télusson que vous avez ici à l'écran de Georges Chey, qui fait 2,20 m de hauteur, était une production assez rare à Genève. L'un des seuls tableaux de ce genre, il y en a quelques-uns de Jean-Pierre Saint-Ours, à la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, et le seul de Firmin Massot, vraiment, qui pouvait être de ce format, est celui du portrait du colonel Sonnenberg, daté de 1815. Et bien sûr, la grande ambition de Georges Chey, c'est de peindre l'histoire. Donc je vous présente déjà ici un tableau daté de 1822 qui représente Propers et Cynthia, leurs amours, l'amour de ce poète et de cette jeune femme. Alors, Georges Chey décide de s'installer à Genève en 1815. Il arrive durant l'automne et il va immédiatement prendre contact avec les membres de la Société des Arts, qui est bien entendu la société de référence pour les beaux-arts à Genève, fondée en 1776 et qui a organisé depuis 1789 des expositions temporaires pour les artistes contemporains et permettant ainsi et donnant l'espoir à Georges Chey de présenter des œuvres de sa production, d'ailleurs dès 1816, un salon, une exposition qui est organisée en 1816 par la Société des Arts, et puis ensuite 1820 et d'autres années. C'est aussi au sein de la Société des Arts que Georges Chey va
probablement prendre des contacts, notamment un contact, pour produire des portraits. Donc vous avez ici celui du docteur, du médecin Jacques-Charles Morin, qui a été un membre de la classe des Beaux-Arts, de la Société des Arts, qui en a été même le président à plusieurs reprises. Un tableau qui est conservé au Palais de l'Athénée. Aujourd'hui, il est en restauration. Et puis, d'ailleurs, Morin, qui était en 1821-1822 à Florence, s'est fait également portraiturer par Ingres, dont vous avez le dessin ici, et qui est aussi la propriété de la Société des Arts. Georges Chey va progressivement s'intégrer dans la Société des Arts. Il va devenir membre officiellement en 1820, dont il reçoit un diplôme que vous avez ici à l'écran. Un autre élément essentiel, par rapport d'ailleurs à la Drôme, à Valence, c'est que Genève a une école de dessin publique depuis 1751, qui est gérée par la Société des Arts depuis 1786. Et Georges Chey va essayer d'obtenir le poste de directeur de cette école, de directeur de dessin de la figure humaine, au moment même où il arrive à Genève à la fin de l'année 1815. C'est effectivement à ce moment précis que le directeur Georges Vanière, qui a dirigé cette école de dessin pendant de très nombreuses années, prend sa retraite. Et le poste est mis au concours. Georges Chey se présente, postule, mais étant arrivé encore trop tôt à Genève, c'est François Gédéon Reverdin qui va obtenir le poste pour différentes raisons, notamment parce qu'il avait réalisé un certain nombre de gravures d'après des tableaux anciens et modernes, dont un détail d'après un tableau très célèbre de Girodet, que vous avez ici à l'écran, qui s'intitule « Atala au tombeau ». Et vous voyez la figure de Chaptas, qui montre justement l'expression très forte du personnage. Reverdin meurt en 1828. Le poste de directeur de l'école de dessin est à nouveau mis au concours. Georges Chey, cette fois-ci, est très bien placé pour obtenir la direction de cette école, mais finalement, c'est Pierre Bouvier, peintre de portraits, qui obtiendra le poste. Il faut dire qu'il avait publié l'année précédente, en 1827, un ouvrage, un manuel pour les jeunes artistes, c'est-à-dire un manuel pour savoir peindre qui concerne essentiellement les techniques. Alors, c'est pas pour autant que Georges Chey n'a pas enseigné le dessin au sein de la Société des Arts, et même il a eu finalement un enseignement tout à fait honorable, celui de l'Académie de dessin, qui est le niveau supérieur par rapport à l'école de dessin. Il y avait deux niveaux d'enseignement, l'école de dessin, qui était un niveau primaire, et puis l'Académie de dessin, proprement dite, qui était un niveau qui permettait aux élèves de dessiner d'après le modèle vivant, c'est-à-dire d'après un homme qui posait nu devant les élèves. Alors l'inconvénient de cette académie, c'est qu'elle n'était pas toujours ouverte, pas toutes les années, elle est devenue plus ou moins régulière à partir des années début des années 1820, et Georges Chey va être un des deux enseignants qui vont s'occuper de cet enseignement, c'est-à-dire Georges Chey et Adam Topfer, qui va aussi contribuer à cet enseignement académique. Ici, je vous présente en fait un document de la Société des Arts qui montre en fait une facture, parce qu'en fait, ils étaient payés à l'heure en quelque sorte, alors que la direction de l'école de dessin était, semble-t-il, un salaire plus régulier et donc plus convoité. Georges Chey a aussi enseigné dans le pensionnat de Jean Heyer, qui était dans la vieille ville, qui était en fait un pensionnat d'enseignement général. Et c'est à cette occasion qu'il a fait une série de dessins, de portraits dessinés d'élèves de cet établissement scolaire. Je vous en montre deux ici qui sont fort intéressants.
en fait, qui représente le même étudiant de ce pensionnat, Chenevière de Turin, mais qui montre deux techniques graphiques différentes. En tout cas, celui de gauche qui est uniquement de la pierre noire et du crayon de graphite, tandis que celui de droite, qui est aussi pierre noire et graphite, mais qui présente des traces de rehaut blanc et qui est plus estompé, ce qui donne plus de volume, plus de relief au personnage et aussi aux vêtements. Donc, c'est pour montrer que Georges Chey était un artiste capable de travailler des techniques différentes et qu'il maîtrisait tout à fait formidablement bien. Alors, la venue de Georges Chey à Genève, comme je vous l'ai dit précédemment, est liée à son ambition de devenir peintre d'histoire, qu'il va en fait bel et bien exercer, difficilement il est vrai, mais malgré tout quand même réussir à peindre quelques grandes toiles qui sont restées quand même importantes dans sa production. Georges Chey va, dès 1809, faire d'ailleurs partager cette idée de la peinture d'histoire, son engouement pour ce genre le plus élevé dans la hiérarchie des genres picturaux, à l'un des membres de sa belle famille, André Mathey. Il dit ceci en 1809. « Un tableau d'histoire où la vérité règne sans partage, où les belles actions, où les grandes actions se retracent à nos yeux et nous font éprouver les plus nobles émotions. » Au fond, Georges Chey, cette citation montre à quel point l'artiste est extrêmement, pas seulement ambitieux, mais touché par cette idée de la peinture d'histoire qui vise justement les sentiments humains, qui les représente, et la peinture d'histoire est en elle l'aboutissement le plus complet dans les genres picturaux. Bien sûr, c'est quelque chose de très ancien, qui est séculaire, qui ne touche pas seulement particulièrement la période néoclassique, mais néanmoins, on voit dès les années 1770-1780, à Rome, à Paris et dans d'autres villes en Europe, un retour à la peinture d'histoire fondée sur les sujets antiques, les sujets sérieux, les grands sujets des sujets héroïques, grecs ou romains, qui reviennent très à la mode et qui vont en fait être d'ailleurs débattus, notamment au moment de la Révolution française, par différents auteurs. Donc je vous cite ici un des grands auteurs français, Quatremer de Quincy, dans un texte qui s'intitule « Considération morale sur la destination des ouvrages de l'art », publié en 1815, dans lequel il explique que les arts, en général, mais dont il fait allusion au fond à la peinture d'histoire, considère que l'utilité qui doit être le point de vue de l'art est l'utilité morale. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture d'histoire a une fonction morale, joue une fonction à la fois sociale et morale dans la société, sur la place publique. Donc la peinture d'histoire a une vocation didactique dans l'espace public. C'est au fond ce qui est repris comme idée, parce qu'au fond, c'est pas une longue tradition à Genève. La peinture d'histoire, et sur les sujets antiques, commence avec Jean-Pierre Saint-Ours, qui se réinstalle en 1792 à Genève. Donc c'est le moment où vraiment à Genève, on commence à voir ce type de tableau, en tout cas pour des artistes genevois. Mais en fait, il n'y a pas encore d'espace public ou qui commence très timidement à partir de 1800 avec la Société des Arts et justement avec des tableaux de Jean-Pierre Saint-Ours, où on commence à trouver ce type de tableau dans l'espace public. Et à partir des années 1820, finalement, quelques personnalités commencent à se dire mais qu'il faut avoir aussi un espace public pour ce type de production artistique, justement à des fins didactiques. Et l'un des fervents partisans de cette production artistique, que ce soit la peinture d'histoire ou aussi la sculpture, est David Dunant, qui est membre par cousinage et par mariage de Georges Chey. Et David Dunant dit ceci dans
une notice qui a été publiée en 1824 au moment du concours pour la peinture d'histoire nationale. Il dit ceci: le pinceau comme le ciseau ça veut dire la sculpture, a la noble mission entre les mains de l'artiste habile de célébrer les beaux faits historiques et les actions héroïques. Et c'est en effet dans cette perspective, finalement, de cette perspective didactique, en quelque sorte, que Georges Chey va peindre des tableaux de sujets héroïques pendant plusieurs années. Le premier grand tableau, il en a peint déjà quelques-uns avant 1820, mais qui ont disparu. Mais le premier grand tableau, qui est un peu une sorte de manifeste de sa production, une production davidienne, ce qui est sur le thème d'Œdipe maudissant son fils, ou dit aussi Oedipe à Colonne, un tableau qui était au musée d'art d'histoire, aujourd'hui non visible, et dont il existe une petite esquisse, une peinture à l'huile sur carton, dont vous avez ici la reproduction. Et ce thème est évidemment tiré de la pièce de théâtre de Sophocle, le dramaturge grec de l'Antiquité, et qui montre Oedipe qui rejette son fils Polynice, qui refuse de lui pardonner, puisque en fait Oedipe était né du roi, enfin son père, le roi Laios, avait entendu un oracle qui disait que s'il avait un fils, ce fils le tuerait, ce qui est arrivé, et le fils a épousé sa propre mère sans le savoir, et lorsqu'il a appris ce terrible secret, eh bien, Oedipe est parti, a quitté Thèbes et a erré pendant longtemps dans la Grèce, et en revenant près de Thèbes, il rencontre Polynice, et Polynice essaie de se faire pardonner, et par ce geste que l'on voit ici, on voit au centre l'homme barbu qui fait un geste de sa main et qui dit non, moi je refuse au fond de pardonner à mon fils. Au fond, là, c'est aussi une histoire morale qui est mise en valeur à travers cette œuvre. Et en fait, le tableau qui est exposé, ce tableau a été exposé au Salon de la Société des Arts en 1820. Et dans le petit livret qui a accompagné cette exposition, il y a une longue notice qui explique le sujet, qui a probablement été rédigée par l'artiste lui-même, et dans laquelle il explique justement cette histoire du pardon de manière brève, mais quand même qui est présente. Alors en fait, ce tableau de Georges Chey a été présenté. Georges Chey est allé à Paris en 1822. Il le présente au Salon du Louvre, donc ces grandes expositions du musée du Louvre, qui, sous l'Ancien Régime, était organisée par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et ensuite, la même année, en 1822, à Lille, dans le nord de la France, où Georges Chey obtient une médaille et un diplôme. En fait, c'est à ce moment-là, à Paris, que, même si on apprécie encore la peinture néoclassique, mais il faut dire que le peintre Jacques-Louis David est à la fin de sa carrière, il mourra en 1824 à Bruxelles, et ce goût pour ces grands tableaux, ces grandes machines héroïques commence un peu à passer de mode, le public commence un petit peu à s'en lasser, et il faut dire que c'est à ce moment-là, en 1819, que commence le romantisme avec la présentation du radeau de la Méduse de Géricault au Salon de 1819, justement l'exposition de cette date au Louvre. Et Adolphe Thiers, qui pourtant mentionne le tableau de Georges Chey, dit aussi que ces grands tableaux, comme le tableau de Jacques-Louis David que vous avez à l'écran, sont des types étrangers, des abstractions de dessin représentant des abstractions morales pour lesquelles le public n'est pas touché. Donc on commence à se lasser pour ces grands tableaux. Néanmoins, un Genevois
va s'intéresser au tableau de Georges Chey, qu'il aura de la difficulté en fait à vendre dans un premier temps. On ne sait pas à quel moment Jean-Gabriel Hénard va l'acquérir, mais au plus tard, au début de l'année 1826. Jean-Gabriel Hénard est un fervent philhellène, amateur d'art et qui apprécie énormément aussi l'histoire de l'Antiquité et qui avait acquis en début des années, juste après 1802, un tableau de François-Xavier Fabre, quand Hénard était banquier à Florence, donc la toile que vous avez ici à l'écran. Et donc, il avait un goût très marqué pour l'histoire de l'Antiquité. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'il a acheté ce grand tableau de Georges Chey, qui faisait quand même plus de 3 mètres de large. Et on sait que au début de l'année 1826, Hénard va donner ce tableau de Georges Chey au Musérat, à la Société des Arts pour le Musérat, qui sera ouvert le 1er août 1826. En tout cas, inauguré, ouvert peu après, en fait. Georges Chey va être mandaté par la Société des Arts, dont il est un membre, il est secrétaire de la classe des Beaux-Arts à ce moment-là, un membre très actif, et en fait va être chargé par la commission de gestion du Musérat, avec son collègue Adam Toffer, le peintre, de organiser la présentation des tableaux dans l'une des galeries du Musérat. Alors là, je vous montre la galerie côté Grand Théâtre dans son état vers 1850. Mais cet accrochage dont je vous parle est fait en 1826. Et on sait que l'accrochage de 1826, établi par Georges Chey et Adam Toffer, toute une paroi de cette galerie a été réservée aux peintures des artistes genevois. Donc là, j'ai reconstitué partiellement. Et c'est une reconstitution hypothétique, malheureusement il n'existe pas de plan précis, mais qui donne une idée de cette paroi où se trouvaient des tableaux d'artistes genevois. Des paysages, notamment de Delarive, de Topfer ou de Agaste, que vous avez en bas au registre inférieur. Et puis deux grands tableaux de Jean-Pierre Saint-Ours, le tremblement de terre, que vous avez à gauche, les Jeux olympiques, de Saint-Ours, et puis bien sûr le tableau de Georges Chey qui était aussi présent sur cette paroi et donc qui était en très bonne place, et d'autant plus qu'il représentait aussi un sujet antique comme les 2 tableaux de Saint-Ours. Alors, Georges Chey s'est intéressé à l'Antiquité, on était d'ailleurs quelqu'un qui était très cultivé de ce côté-là, mais il va aussi s'intéresser à la Grèce moderne, et c'est justement dès le début des années 1820 que la Grèce, qui était occupée jusque-là par l'Empire ottoman, va en fait commencer à prendre son indépendance. Les Grecs vont se soulever contre les Ottomans dès l'année 1821, et c'est à ce moment-là qu'à travers l'Europe vont commencer à se constituer des comités de soutien pour les Grecs contre les Ottomans. Et c'est aussi un parallèle assez fort avec Jean-Gabriel Hénard, qui a été un des grands soutiens financiers et organisateurs de comités, dont celui de Genève, en faveur des Grecs. Georges Chey va très rapidement s'intéresser à la Grèce contemporaine, à ce qui se passe en Grèce dans ces années-là, à travers la presse internationale et genevoise. Et c'est pour cette raison qu'il va peindre une scène de la prise d'Ipsara, qui est une île grecque, où il y a eu un soulèvement des Grecs contre les Ottomans, mais les Ottomans vont massacrer en fait les Grecs et faire prisonniers des femmes. Et c'est ce sujet que va représenter Georges Chey. Et ici, non plus dans une perspective néoclassique davidienne, qui n'est pas l'héroïsme de grands combattants, mais d'une femme, du peuple, au fond, c'est au fond la représentation d'un personnage du peuple, mais qui devient lui le héros. Ce n'est pas le grand combattant, le soldat qui est le héros ou le souverain, un grand personnage, mais au contraire quelqu'un du peuple qui est ici représenté. Et
et qui est représenté dans un moment en fait, où la femme est enchaînée. Elle n'est pas dans une situation de victoire. Et c'est au fond, au même moment, sans doute quelques mois avant, qu'Eugène Delacroix peint un tableau sur un sujet similaire, une autre bataille, les massacres de Scio, qui est une autre île grecque. Eugène Delacroix va participer pleinement à la défense des Grecs, notamment à travers ce tableau. Et on voit justement, d'ailleurs, de manière assez similaire, où dans le tableau de Delacroix, il y a cette femme qui est en bas à droite, qui est assise, une prisonnière grecque, et qui est un peu assise de la même manière que dans le tableau de Chaix. Au fond, Chaix, ici, s'inspire du romantisme naissant, où on a en plein débat entre les classiques, c'est-à-dire les davidiens, l'école de David, d'un côté les partisans, et les romantiques. Et c'est tout le débat de ces années 1820 qui est ici un peu, qui surgit aussi même à travers ce tableau de Georges Chaix dans l'espace genevois. Georges Chaix va aussi s'investir en 1825 dans un comité, un groupe d'artistes qui s'est organisé, qui a organisé une petite exposition pour en fait organiser une loterie pour recueillir une somme d'argent qui va être remise au comité, une souscription nationale en faveur des Grecs qui est pilotée par Jean-Gabriel Hénard et Guillaume Favre-Bertrand. Et cette exposition a eu lieu dans l'orangerie au Parc des Bastions, aujourd'hui un bâtiment qui n'existe plus. Et c'est Georges Chaix qui va présider ce groupe qui va organiser cette exposition d'objets d'art, environ 70 objets, sculptures, dessins et tableaux. Et Georges Chaix va présenter un tableau, qui est le seul d'ailleurs de cette exposition sur un sujet grec, de la Grèce moderne, justement de ce qui se passait au moment de cette indépendance, en représentant un des grands héros grec du moment, Constantin Canaris, au moment où il fait une prière avec ses compagnons pour défendre la religion orthodoxe et sa patrie grecque. En fait, cette idée aussi de la peinture d'histoire qui se développe par rapport aux nationalités, qui commencent à devenir assez importantes dans ces mêmes années 1820 à travers toute l'Europe, même pratiquement depuis le début du XIXe siècle, et qui va se développer tout au long du XIXe siècle. Et il va y avoir un élément clé, d'ailleurs, à peu près au même moment, à Genève, en 1824, l'organisation d'un concours de peinture d'histoire nationale sur un sujet suisse. Ce concours est initié en 1823 par Jean-Jacques de Selon, un philanthrope, pour qui l'art avait une vocation justement philanthropique, à vocation pédagogique, et qui va demander à la Société des Arts d'organiser ce concours sur un sujet helvétique. Le sujet qui est choisi est la délivrance de Bonnivard par les troupes bernoises en 1536 contre les troupes du duc de Savoie en 1536. Ce concours est organisé 10 ans après l'entrée de Genève dans la Confédération, soit, au fond, comme un symbole de Genève qui entre dans la Confédération helvétique. Alors, en fait, David Dunant exprime dans son texte de 1824 à propos de ce concours, où il dit que justement, il faut représenter les héros genevois parce qu'ils sont des exemples, des exemplum pour les Genevois. Donc, je passe assez vite sur cette diapositive. Et ce concours est organisé en 1824. Il va y avoir 2 peintres qui vont envoyer chacun un tableau. Georges Chaix, dont vous avez le tableau à gauche, et puis le tableau de Lugardon, qui est à droite. Les 2 seuls qui vont concourir. À cette occasion, on va en fait vraiment naître d'ailleurs la critique d'art à Genève, avec 3 textes de 3 auteurs différents, 2 dont on ne connaît pas les auteurs, en tout cas avec certitude. L'un qui est La vie du peuple, peut-être de la main de Manger. Un autre qui est la lettre à un ami sur les tableaux qui concourent pour le prix.
Et puis un troisième texte, de la main de David Dunant, qui s'intitule « Notice sur le prix de peinture d'histoire nationale », qui est un manifeste plus général, il ne décrit pas vraiment les tableaux. Par contre, les deux autres textes prennent vraiment position, l'un pour Georges Chey et l'autre pour Lugardon. Il y a aussi un autre texte qui est très intéressant et qui m'avait échappé lors de mes recherches, j'ai trouvé récemment, qui est un texte rédigé par l'amateur d'art François Duval, président du jury du concours, de ce concours de 1824. Donc ici, vous aviez la photo, mais ici, je vous mets la transcription pour que ce soit plus lisible, que je vais détailler en fait, assez rapidement par manque de temps, et qui, en fait, qui nous donne les clés de jugement d'un tableau, en fait, selon les normes établies depuis le XVIIe siècle et surtout à partir du XVIIIe siècle, notamment dans le cadre de la critique d'art, qui en fait des critères qui sont tout à fait normés, tout à fait courants en France et dans d'autres pays au XVIIe et XVIIIe siècle et qui sont essentiellement fondés sur l'expression des passions, la composition, le coloris, l'effet général, le faire, c'est-à-dire le style, les différents éléments qui entrent dans le tableau, comme les draperies, les accessoires, etc. Alors, je vais reprendre brièvement, assez rapidement, pour quelques-unes de ces questions qui ont été posées par François Duval au moment de ce concours. Et la première question est relative à la conformité du programme. En effet, le première a été publié en 1823 pour demander, en fait, faire une publicité aux artistes qui voulaient bien concourir. Donc, vous avez ici les deux premières pages de ce texte. Et ici, un extrait qui simplement donne le sujet lui-même, le cadre du sujet, c'est-à-dire la délivrance de Bonnivard dans la situation, le lieu, le château de Chillon. Donc là, vous avez le tableau de Georges Chey, et ici le tableau de Lugardon par rapport au programme. En fait, la deuxième question est pose la question lequel est des deux tableaux le plus dans l'esprit du sujet, ou bien lequel est le plus conforme aux faits historiques. Je prendrai ici juste quelques extraits des deux premières critiques d'art qui ont été écrites pour ce concours. L'avis du peuple, qui était en défaveur de Georges Chey et en faveur de Lugardon, dit ceci. « À ces armures complètes, je soupçonnerais bien quelque chose du siècle de fer, si toutes ces physionomies n'étaient évidemment de notre siècle de sucre. Il y a là un bizarre mélange de gothique et de moderne. Un reste de chevalerie détrempée à l'eau de Cologne. Ce sont des guerriers de mélodrame en répétition, tout fraîchement sortis de la boutique de l'armurier ou du cartonnier. Cette coquetterie de toilette est tout ce que vous voudrez, hormis Suisse. » Ça, c'est à propos du tableau de Georges Chey. Et je vous ai mis un détail du tableau de Georges Chey ici à droite, qui, en fait, Georges Chey, en réalité, s'inspire de tableaux de production, de peinture d'histoire de Pierre Révoil, d'un peintre français qui s'appelle Pierre Révoil. Donc, vous avez ici un détail d'un tableau qui représente un tournoi, de ces actions troubadours qu'on appréciait à ce moment-là. Vous voyez le cavalier qui, avec son armure, avec un casque qui est assez semblable, repris dans le tableau de Georges Chey. Et il continue ainsi. En revanche, Bonnivard appartiendrait plutôt au IIIe siècle de l'ère chrétienne. C'est un saint martyr à qui l'on apporte l'ordre de marcher au supplice et qui reçoit l'une ou l'autre délivrance avec la même joie, avec le même abandon, comme lui venant de Dieu et non des hommes. Entendu dans ce sens, la pose et le mouvement sont sublimes. Mais je n'oserais pas attendre la même élévation d'un simple homme. Là, en fait, c'est aussi toujours, en fait, l'auteur qui est en faveur de Lugardon, bien entendu, et qui vise à décrier l'œuvre de Georges Chey, bien évidemment. Et qui, effectivement, laisse en fait entendre là aussi finalement l'appartenance de Georges Chey plus à la peinture française qu'à la peinture suisse auquel appartient Lugardon, mais qui lui avait fait ses études aussi à Paris et aussi en Italie. Une question est aussi posée sur la composition. Lequel des deux tableaux est le mieux composé ?
En fait, la composition, je vous mets ici simplement une brève phrase sur la question de la composition. En fait, c'est ce qui organise le sujet sur la toile par la disposition des figures dans l'espace pour suggérer une action ou une histoire, une narration. C'est comme ça qu'on peut définir, en fait, la composition. Et les deux extraits de texte à propos de la composition. Celui qui est en défaveur de Shea dit ceci: « Le peintre ne m'a pas rendu spectateur d'une action. J'y cherche le sujet, je ne l'y trouve pas. Je douterais même du lieu, du temps et des premières circonstances n'était le programme. » Et puis à propos du tableau de Lugardon, La vie du peuple dit: « On lui reproche de montrer ce qu'on montre quand on se tourne, c'est lui reprocher de s'en aller. Or, c'est précisément la tendance finale de l'action. Le principal, c'est la posture, ce geste qui remplisse de mouvement le tableau, qui le font cheminer. » La question du mouvement, en fait, est très importante ici, parce qu'elle est relative à la notion de romantisme, alors que Georges Hochet va plutôt être taxé d'être encore trop davidien dans la composition de son tableau. Et justement, la question du mouvement par rapport au tableau de Lugardon, il dit ceci: « La sortie précipitée de Bonnivard, c'est là du mouvement sans doute, un mouvement très naturel. » Là, le texte est en défaveur de Lugardon et par contre en faveur de Georges Hochet. Mais un mouvement très naturel, assurément. Mais en dernière analyse, c'est un mouvement qui, au lieu d'ennoblir Bonnivard, le confond avec les prisonniers ordinaires. Le désir de sortir et la précipitation dans tous les mouvements que ce désir détermine sont des actions de l'âme et du corps trop communes pour être du ressort de la peinture d'histoire. Les simples mouvements du corps ne sont pas la conséquence d'une passion forte et peu commune, n'appartiennent à ce genre de peinture, pas mieux que les scènes burlesques n'appartiennent à la véritable tragédie. C'est un grand défaut, selon moi, dans la conception de Lugardon. Il a fait son principal personnage un vieil ermite, un prisonnier vulgaire. Donc là, finalement, l'auteur est en faveur du tableau de Shea. Rapidement aussi sur la question des expressions, les expressions des passions, c'est-à-dire la capacité à exprimer par les traits du visage essentiellement, mais aussi par la gestuelle, l'expression des sentiments pour émouvoir le spectateur, et donc pas seulement par le mouvement. Et là, Georges Hochet est plutôt en bonne position dans son tableau. L'auteur du grand tableau, c'est-à-dire celui de Georges Hochet, l'a bien senti. Il y a de la pensée et la pensée d'une grande âme forte dans la tête de Bonnivard. Ce n'est point un vieillard décrépit, comme dans le tableau de Lugardon, et courbé sous le poids du malheur, comme dans le petit tableau de Lugardon. C'est la face d'un beau jeune homme, plein de noblesse et de force. On voit que la vigueur de l'âme a soutenu constamment le captif dans l'adversité. La vertu d'une âme libre dans les fers est empreinte sur tous les traits. Voilà de la véritable peinture d'histoire. Le partisan de Lugardon, lui, va défendre évidemment Lugardon en disant: « Le visage de Bonnivard raconte son histoire, ses longues souffrances l'ont sillonné sans effleurer son âme, etc. » Je ne vais pas tout lire, mais il considère que, par contre, c'est justement cette figure qui exprime plus de sensibilité et plus d'expression à ce personnage qui appartient plus au commun des mortels que des grands personnages héroïques. Aussi, quelques points en faveur de Georges Hochet dans ces deux textes. Un groupe de soldats et de spectateurs de tout ordre exprime de diverses manières le sentiment de la douleur qui fait éprouver l'aspect des chaînes du magnanime prisonnier ou la joie qu'il ressent à la vue de son heureuse délivrance, notamment dans le groupe côté droit du tableau de Georges Hochet. Et toujours à propos de Georges Hochet, qui est en partie, en fait, là pour le coup, qui est en faveur de Georges Hochet, cette femme est belle assurément, celle qui est entourée du cercle bleu ici à l'écran. Elle dénote l'instinct du beau idéal, donc du beau selon l'Antiquité. Mais son expression n'est pas la joie d'un événement heureux. C'est la curiosité piquée et agréablement satisfaite. L'enfant est un chef-d'œuvre à mes yeux. Son regard est plein d'étonnement, de pitié et d'une sorte d'effroi. Il se serre contre sa mère, se réfugie presque vers elle. Cela est naturel, vrai, senti et admirablement exécuté. Alors,
Je vais m'arrêter là pour cette question du concours. Il y aurait d'autres questions qui avaient été posées, qui seraient intéressantes à exprimer, à travailler, et même peut-être à poser au public d'aujourd'hui, sous la forme d'une présentation de ces deux tableaux, et en reprenant ces questions. Mais par manque de temps, je m'arrêterai là. En fait, ce concours de 1824 a donné l'occasion à Georges Heuchet d'exprimer, de faire une grande peinture d'histoire. Et pour le coup, Jean-Jacques de Selon, qui avait lancé ce concours, a acheté les deux tableaux. C'est Jean-Léonard Lugardon qui a été primé en premier, qui a gagné le concours, et en second, Georges Heuchet. Néanmoins, Jean-Jacques de Selon va acheter les deux tableaux, et donc en fait, les deux artistes seront payés. Néanmoins, il était très difficile de vendre ce type de tableau, et c'est pour cette raison aussi que dans ces mêmes années, autour de 1823-1824, Georges Heuchet, comme d'ailleurs de très nombreux peintres en Europe, va en fait s'adapter à la clientèle, aux amateurs, pour pouvoir vivre de son art, séduire les amateurs. Là, je résume brièvement en fait cette lettre qui est une lettre d'un collectionneur français à Léopold Robert de Neuchâtel, et qui en fait exprime la difficulté de tous les artistes en Europe à vendre leurs tableaux, et qui choisissent des sujets séduisants pour mieux vendre, et pas ces grandes machines néoclassiques qui sont très difficiles à vendre. Georges Heuchet lui-même en fera des allusions, notamment dans une lettre adressée à Jacques Hénard, châtelain, en 1829, dans laquelle il dit « Je suis malheureusement obligé de m'occuper de petits tableaux dans le genre gracieux, c'est le genre anecdotique, sur lequel je vais venir dans un instant brièvement, les seuls qu'on puisse espérer vendre parce que ce sont les seuls qu'on comprenne. » Je vous mets un très joli petit tableau qui n'est pas dans le genre anecdotique, mais qui a ce côté très précieux dans sa technique et dans la lumière qui rayonne un peu dans ce tableau, qui est d'une magnifique à la fois composition, une technique extrêmement brillante, tout à fait remarquable, notamment sur la figure elle-même, et puis le chapeau qui est à côté posé sur le sol. En fait, ce genre anecdotique, ce genre gracieux, agréable à l'œil, est aussi vu par Georges Heuchet à Paris au moment du Salon du Louvre à la fin de l'année 1827, dont il fait part aux membres de la Société des Arts à son retour à Genève. Et il dit ceci: les peintres à Paris ont adopté de petites proportions, d'après lesquelles ils ont fait exposer beaucoup de tableaux dont les sujets sont tirés de l'histoire moyenne, et l'histoire moyenne c'est l'histoire médiévale, et de la moderne, 16e, 17e siècle, et forment une galerie agréable à l'œil. Au fond, comme le tableau de Ingres que vous avez à l'écran ici, et de sujets, au fond, tout à fait anecdotiques, c'est-à-dire pittoresques, où vous voyez que là, Henri IV est à quatre pattes et s'amuse avec ses enfants, et malgré la présence de l'ambassadeur d'Espagne, et qui n'est pas du tout un sujet héroïque, loin de là. En fait, ce sont ces tableaux à la fois de sujets pittoresques, agréables à l'œil, mais en même temps avec un faire, c'est-à-dire un style très brillant, à la manière hollandaise du XVIIe siècle, très porcelané. L'inventeur de ce genre anecdotique, dit aussi peinture troubadour, date de 1802, et c'est le peintre français Fleury Richard qui l'a inventé en peignant ce tableau conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Le genre anecdotique représente des personnages du passé médiéval, essentiellement, mais aussi de la Renaissance, comme vous avez ici à l'écran de Pierre Révoil, des sujets nationaux qui ne sont d'ailleurs plus du tout des sujets tirés de l'Antiquité, mais des sujets italiens, français, suisses, britanniques et autres, et des sujets très souvent fondés aussi sur les amours heureux ou malheureux, comme ici Paolo et Francesca de Ingres. Les décors jouent un rôle très important, les décors d'architecture médiévale ou de la Renaissance, où les peintres à Paris ont pu puiser dans le fameux musée des monuments français, qui n'a duré qu'une vingtaine d'années, mais qui était dédié à l'histoire de France de la période médiévale jusqu'au XVIIe siècle, et que Georges Heuchet a pu voir à Paris en 1800. Georges Heuchet va s'inspirer aussi de domaines de châteaux médiévaux, notamment le château de Montretier, que vous voyez ici à l'écran, mais aussi le château de Menton,
aussi près d'Annecy. Et ces sujets qui vont être traités par de nombreux peintres, en France, en Angleterre ou ailleurs, et aussi par Georges Hochet, sont tirés de l'histoire de romans, souvent de romans, qui étaient à succès à cette époque, au début du XIXe siècle, et qui correspondent d'ailleurs à tout à fait à l'esprit romantique, notamment de Walter Scott, le fameux Ivanhoe de cet auteur britannique. Et l'un des critiques du salon de l'exposition au Musérat à Genève en 1802, d'ailleurs, fait référence clairement en disant que nous lisons plus attentivement deux chapitres de Walter Scott que de Charles Rollin. Charles Rollin était un historien de l'Antiquité assez ennuyant, et alors que Walter Scott, au contraire, était beaucoup plus, les aventures d'Ivanhoe étaient beaucoup plus stimulantes à ce moment-là. Et aussi, tout comme on apprécie plus un tableau de David Ténier, une scène de genre, comme ici vous avez à l'écran, ou de David Wilkie, qui d'ailleurs était présent à Genève en 1827, un peintre britannique. Georges Hochet va peindre un tableau, aujourd'hui malheureusement non localisé, tiré justement des aventures d'Ivanhoe, de Walter Scott, dont vous avez ici le sujet présenté à l'écran, qui est au moment où le seigneur Anselstam est prisonnier. Pour très brièvement, en fait, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais j'ai largement dépassé le temps de parole. Mais Georges Hochet va aussi renouveler sa peinture, son genre pictural, et va, en fait, suite à plusieurs voyages qu'il fait dans les années 1820 à Paris, va s'inscrire aussi dans un genre qui s'appelle le genre historique et qui a un genre plus sérieux que le genre anecdotique, mais qui n'est pas non plus la grande peinture d'histoire, qui s'inspire en fait de tragédies nationales, mais d'une façon héroïque et souvent dans des conditions assez qui sont très liées à des questions patriotiques, comme d'ailleurs au sujet de la Grèce moderne. Comme aussi, vous avez le dévouement patriotique de 6 bourgeois de Calais, peint par Harry Scheffer en 1819. Et Georges Hochet va peindre un tableau sur une commande de Jean-Louis Robert Tronchin, qui était un descendant du théologien Théodore Tronchin, pour en fait mettre à l'honneur ce Théodore Tronchin. Et c'est au moment où Théodore Tronchin sort de Genève, au moment de la peste, en 1615, et va auprès des pestiférés. Et en fait, Théodore Tronchin est considéré là comme un héros, un héros qui va en quelque sorte soigner les pestiférés. Et on voit Théodore Tronchin qui est au centre du tableau et sa famille qui essaye de le dissuader à cause du danger. Donc une forme héroïque, mais cette fois-ci sur une thématique genevoise. Alors, en conclusion, il y aurait beaucoup à dire encore sur la production de cet artiste qui est polyvalent, qui a su s'adapter à des genres picturaux différents, bien qu'il ait rêvé de peindre des grands sujets héroïques, dont il a peint quelques-uns. Et en fait, il reste encore aujourd'hui, on pourrait encore approfondir la question, notamment pour non seulement retrouver encore des tableaux qui aujourd'hui ne sont pas localisés, plusieurs peintures notamment d'histoire, des portraits, mais également certains tableaux qui présentent encore des questions d'attribution, comme ce portrait de Gaetano Dorelli, qui a été un membre de la Société des Arts dans les années 1830, directeur de l'école de modelage et d'architecture de la Société des Arts, un portrait qui est conservé ici à la Société des Arts et qui peut-être pourrait être dans la main de Georges Hochet, mais pour l'instant je n'en ai pas encore la conviction certaine. C'est très proche, mais peut-être pas de sa main. Enfin, pour terminer et conclure définitivement, on peut dire que Georges Hochet est vraiment un peintre qui a joué un rôle clé à Genève dans le domaine de la peinture d'histoire entre Jean-Pierre Saint-Ours et Audelaire. Un moment donné où il arrive, où il y a justement un trou, personne
ne peint des tableaux d'histoire, comme d'ailleurs Georges Heuchet le dit dans sa lettre de 1815. Et Lugardon, qui va en quelque sorte aussi devenir peintre d'histoire, mais qu'à partir de la fin des années 1820, donc 1824, mais en fait il repart à Rome, il revient plus tard vers 1830 à Genève. Et au fond, il est un maillon aussi très important, Georges Heuchet est un maillon très important de la peinture d'histoire à Genève, de Saint-Ours jusqu'à Audelaire, et ensuite ce genre pictural va s'effacer de l'actualité ici et ailleurs. Voilà, j'ai fait malheureusement très vite et trop vite pour vous présenter cet artiste qui maintenant mérite d'être mieux connu à Genève et ailleurs. Je vous remercie de votre attention et je reste à votre disposition pour des questions.